Été 1492. 3 vaisseaux espagnols sillonnent la mer à la recherche de la route des Indes par l'ouest. Mais lorsque 3 mois plus tard, ils jettent enfin l'ancre, ils sont dans les Caraïbes. L'Europe vient de découvrir un nouveau monde. Nous croyons connaître la suite. La conquête d'un continent entier, avec des armes que les peuples autochtones ne connaissent pas. Mais il existe une autre histoire qui n'a encore jamais été racontée. Qu'est-ce que les conquérants ont apporté au Nouveau Monde? Et qu'ont-ils rapporté en Europe? Voici l'histoire d'un transfert entre 2 mondes que tout oppose. Tout commence il y a 500 ans avec un homme qui a une idée audacieuse et qui va changer le monde à jamais. Christophe Colomb quitte sa ville natale de Gênes à la poursuite d'un rêve. Faire le tour de la Terre par l'ouest pour accéder aux richesses de l'Orient. Il vit à l'ère des conquérants et des explorateurs. L'histoire de Christophe Colomb se confond dès le début avec celle d'une reine avide, Isabelle de Castille. L'élite européenne s'est enrichie grâce au négoce avec l'Orient. L'or, la soie, les épices et les pierres précieuses comptent parmi les biens les plus convoités. Mais lorsque la route de la soie tombe aux mains des Turcs, ce commerce lucratif est remis en cause et la richesse des souverains menacée. Isabelle, reine d'Espagne, doit trouver de nouvelles voies pour commercer avec l'Orient. Dejadlo pasar. Elle a un plan. Isabelle est la femme la plus puissante d'Europe, un continent qui commence à se libérer du carcan du Moyen-Âge. Depuis des siècles, on y construit des villes et des châteaux, symboles du pouvoir. Dans leur lutte pour l'hégémonie, rois et papes lèvent d'immenses armées. Nulle part au monde, la rivalité et la compétition entre les souverains ne sont aussi rudes qu'en Europe. Assoiffés de terre et de richesses, les Européens veulent repousser leurs frontières et portent leur regard vers l'horizon. Ils ne se doutent pas encore qu'au-delà de leur monde, il en existe un autre. Sur les rives de l'Amazone vivent des milliers de personnes, regroupées dans des centaines de villages. Dans les Andes se trouve le plus grand empire d'Amérique, dirigé par des rois divinisés. L'Amérique centrale est la région la plus densément peuplée au monde. Plus au nord, sur la côte atlantique, les villages se succèdent au cœur d'une terre fertile. Sur les bords du Mississippi, les autochtones ont bâti des pyramides monumentales. Le Nouveau Monde est en réalité un monde très ancien, peuplé de chasseurs et de cueilleurs, de pêcheurs et de paysans, d'esclaves, de soldats et de rois. Ici, en Amérique du Nord, entre d'immenses forêts, s'étend l'une des régions les plus fertiles du continent, le Mississippi.
Jusqu'au XIIe siècle, des hommes et des femmes vécurent sur les rives du fleuve, du Canada jusqu'au golfe du Mexique. Ils y bâtirent des maisons en bois et en torchis et des tumulus en terre. Longtemps, on a cru que ces monticules étaient d'origine naturelle, formés par des glaciers. Mais aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de vestiges de la culture mississippienne, les ruines de Cahokia. Cahokia était le centre religieux et la métropole commerciale de cette civilisation. De nos jours, personne ne connaît son ancien nom ni sa langue. Mais on sait pourquoi ces autochtones d'Amérique ont été aussi prospères. L'agriculture était le fondement de leur civilisation. Ils ont pu se sédentariser parce qu'ils ont appris à cultiver la terre. Désormais, des récoltes régulières assureront leur subsistance. Ils cultivent une céréale qui ne pousse alors qu'en Amérique. Le maïs est le pain quotidien d'une population en augmentation constante. En Europe, en Asie et en Afrique, cette plante est totalement inconnue. Mais le maïs des Indiens n'est pas un don de la nature ni un cadeau des dieux. C'est le résultat de ce qui fut peut-être la première expérience génétique de l'histoire humaine. En Amérique du Nord, l'aliment de base était le maïs. Il y a 6000 ans, ces épis étaient à peu près gros comme le pouce et on pouvait à peine les consommer. Il a fallu des milliers d'années pour créer une plante hybride plus grande et plus nutritive qui pousse dans des régions plus tempérées. Le maïs n'est arrivé dans la vallée du Mississippi il n'y a qu'un peu plus de 1000 ans. C'est à partir de cette petite plante sauvage mexicaine, appelée théocinthe, que les hommes ont développé le maïs aux énormes épis que l'on connaît aujourd'hui. Le maïs est une clé pour comprendre les sociétés amérindiennes. Là où il pousse, de grandes civilisations voient le jour. Cependant, le maïs ne peut pas croître là où fleurit la plus grande de toutes les civilisations. Là-haut, dans les Andes. L'Empire Inca s'étend sur toute la côte occidentale d'Amérique du Sud. Il compte 6 millions de sujets. Les Incas érigent villes et palais au sommet des montagnes. Ils construisent leurs édifices à la seule force de leurs bras, car ils ne connaissent pas la roue et n'ont pas de bête de somme. Leur avancée culturelle leur permet de créer une autre plante hybride. On associe encore les Incas à leur or et à leur parure, mais leur véritable trésor est tout autre. C'est ici, au bord du lac Titicaca, entre le Pérou et la Bolivie, que la pomme de terre a été cultivée pour la première fois il y a 8000 ans. Ce qui deviendra plus tard un aliment de base en Europe est une invention amérindienne, un croisement de plantes sauvages, parfois toxiques. Bien avant l'arrivée de colons, les Incas cultivent des centaines de variétés de pommes de terre. Dans certaines villes, on en récolte jusqu'à 30 000 tonnes par an. Une fois ramassés, les tubercules sont conservés grâce à une sorte de lyophilisation. On les laisse geler durant les nuits glaciales. Le jour, on les fait sécher au soleil. Et on les foule aux pieds pour en éliminer le reste d'eau.
Les Incas appellent le produit obtenu chuño. Il se conserve 10 ans. C'est la meilleure assurance contre les mauvaises récoltes. Dans les montagnes escarpées des Andes, les paysans aménagent des champs en terrasses. Non seulement ils empêchent ainsi l'érosion du sol, mais les terrasses offrent un meilleur ensoleillement que les versants abrupts et permettent de cultiver la terre dans des régions très élevées, à plus de 4000 mètres. Et tout cela sans charrue, à l'aide d'outils en bois et à la main. En Amérique, on cultive maïs et pommes de terre pour une population estimée à 100 millions d'habitants. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, vivent également près de 100 millions de personnes. On y cultive d'autres plantes, avec d'autres méthodes. Le Vieux Monde arrive à nourrir le même nombre d'habitants sur une surface 10 fois moindre. Les Européens se nourrissent de pain et de brouet, tous deux à base de céréales. Ils ont une méthode de culture efficace, l'assolement triennal. Sur un premier champ, ils sèment des céréales d'été. Sur le deuxième, des céréales d'hiver. Et ils laissent le troisième en jachère pour qu'il se régénère. Le vent et l'eau fournissent l'énergie nécessaire à la transformation de leur récolte. Le blé, le seigle, l'orge et l'avoine sont les aliments de base du Vieux Monde. Mais les succès de l'agriculture européenne ne s'expliquent pas seulement par l'assolement triennal. Il y a deux grandes différences. Tout d'abord, l'agriculture européenne repose sur les céréales, blé, seigle, etc., et l'agriculture amérindienne sur le maïs. Mais il y a une autre différence, qui est à mes yeux encore plus importante. L'agriculture européenne associe culture du sol et élevage, ce qui n'est pas le cas de l'agriculture amérindienne. Et grâce à cette combinaison, notre agriculture possédait des avantages essentiels sur le plan écologique. D'abord, les champs étaient sans cesse fertilisés par le bétail. Ensuite, et c'est peut-être encore plus important, l'agriculture possédait des réserves écologiques, parce qu'il fallait toujours disposer de pâturage pour le bétail. Les animaux domestiqués sont déterminants dans le succès de l'Ancien Monde. On ne les trouve qu'ici. Le cheval est utilisé comme bête de somme et de sel. Les bovins fournissent lait, viande et cuir. De plus, ils tirent charrues et charrettes. Mais la principale source de viande et de cuir est le porc domestique. Les moutons n'ont pas besoin d'étable et se procurent eux-mêmes leur nourriture. Leur laine réchauffe les hommes, leur lait permet de fabriquer du fromage. Peu exigeant, l'âne est la bête de somme et de sel des gens modestes. Les Européens ont élevé des races de plus en plus productives pour répondre à leurs besoins. Mais aucun de ces animaux ne se trouve sur le continent américain. Pour les paysans des Andes, le lama constitue la principale source de viande.
C'est leur seul animal de rapport.